podcast. Qu'est-ce qu'il fabrique? Non, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il m'avait dit 3 heures. Il est à peine moins 5. Ah oui, moi j'ai 3h10. Tu avances, voilà tout. Tu sais que c'est lui qui a tenu à venir ici, hein? Moi je lui avais proposé de passer le voir. Il me semble que... Quoi donc? Oh non, c'est idiot ce que je veux dire. Dis toujours. Il me semble que je suis gravement malade et que j'attends le médecin. Tu es surtout trop nerveux. On le sera à moins. Moi, je pense que si tu envisageais la situation avec plus de calme... Du calme, t'en as de bonnes. Je voudrais te voir à ma place. Si j'étais à ta place, j'aurais agi exactement comme toi. Seulement, je me dirais aussi que quelqu'un qui a la ferme intention de tuer ne s'amuse pas à prévenir sa future victime. Il y a tellement de cinglés sur la terre. Puis aussi... Écoute. Ouais, je crois que c'est lui. J'entends rien. Marinette! Marinette! Oui, monsieur? On n'a pas sonné? Non, monsieur. Mais si monsieur Non, désire... non, merci. Vous dérangez pas. Si je tenais le salaud qui... Non, arrête donc de tourner comme un ours en cage, tu me donnes le vertige. Je te donne le vertige. C'est tout ce que tu trouves à dire. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, sinon que tu accordes trop d'importance à ces lettres de menace? De menace de mort, s'il te plaît. Ne dramatise pas avant d'en être certain. Pour en être certain, il faudrait que je sois mort. Et alors? 3 heures. À partir de maintenant, il est en retard. Tu es tellement habitué à faire marcher les gens à la baguette que tu es capable de l'enguirlander quand il arrivera. Ouais, si tu trouves ça drôle. Non, sincèrement, Paul, tu crois que ça va s'arranger? Un peu de nerfs, que diable. Oui, t'en parles à ton aise, toi. Ah, mon pauvre Charles, tu as bien changé. Il y a à peine un mois, tu aurais fait feu des 4 fers. Rien ne te faisait peur. Tiens, si tu veux le fond de ma pensée... Ben vas-y, dis-le le fond de ta pensée. Tu travailles trop, tu te surmènes. Tes affaires marchent mal, tu te débats dans une mauvaise passe, une très mauvaise passe. Ça, c'est pas la peine de le crier sur les toits. Bref, à mon avis, tu fais un peu de dépression. Ce qui signifie... Que tu as surtout besoin de repos. 3 semaines, tout seul. À la montagne, par exemple. Et pendant que peut-être là-bas je me ferais descendre en solitaire, toi tu aurais ici Nathalie rien que pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, tu vas pas prétendre que tu n'as pas un faible pour elle, non? J'ai toujours eu un faible pour Nathalie, je m'en suis jamais caché. Bon. J'étais amoureux d'elle avant que tu l'épouses. Pourquoi aurais-je changé? Justement parce que je l'ai épousée. Bon, écoute, Charles, cette discussion est ridicule. Tu sais, tu as toujours su à quoi t'en tenir sur mes sentiments. Et je ne vois pas pourquoi, brusquement, tu remets ça sur le tapis. Parce que tu veux m'envoyer seul dans la montagne. Mais je ne veux pas. Je constate tout bonnement que tu as besoin de repos. Tu viens encore d'en donner une preuve. Il te faut quelque chose pour nourrir ton inquiétude. S'il n'y avait pas ces lettres... Oui, ben précisément, de ces lettres, parlons-en. Je les ai reçues. Elles existent, elles. C'est toi qui m'as conseillé de faire appel à la police. Tu en mourrais d'envie. Mais si ça pouvait te tranquilliser... Cette fois, c'est lui. Monsieur, il y a là monsieur le commissaire Parent. Oui, je sais. Faites entrer. Si monsieur veut se donner la peine... Pardon. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le commissaire. Bon, Marinette, je n'y suis pour personne. Bien, monsieur. Je vous remercie d'être venu, monsieur le commissaire. Je suis Charles Orquevaux. Enchanté. Voici Paul Busson, un ami de vieille date. Très heureux. Monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que je vous offre? Porto, cognac, whisky? Non, merci, je ne prendrai rien. Bon, et toi, Paul? Mais moi non plus, je vais d'ailleurs vous laisser. Tu m'as pas dit que tu étais libre tout l'après-midi? Je ne veux pas être indiscret. Ah, dis pas de bêtises, reste donc, c'est moi qui te le demande. Il en sait autant que moi, monsieur le commissaire. Vous voulez un cigare? Non, merci, je ne fume que la cigarette. Moi, sans mon cigare, je suis perdu. Si vous le voulez bien, monsieur Orquevaux, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez porté plainte contre X pour menace de mort. C'est exact. Sous quelle forme ces menaces? Sous forme de lettres. Anonymes, bien entendu. Uniquement des lettres? Uniquement, et toutes sur le même modèle. Une phrase dactylographiée au milieu d'une page blanche. J'en ai conservé quelques-unes. Si vous voulez en prendre connaissance. Pense à la mort, Orquevaux, elle ne tardera pas à venir. Rien que la mort pour un salaud comme toi. Tes jours sont comptés, crapule. Ouais, je vois ce que c'est. Et cela dure depuis 1 mois. Une lettre tous les 2 jours avec une régularité de métronome. Et vous prenez ça au sérieux? Au début, je les ai jetés au panier.
Une ou deux lettres anonymes, vous pensez? Et puis, cette persévérance m'a donné à réfléchir. La goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Eh oui, mon vieux, la goutte d'eau. Et celle d'hier a fait déborder le vase, tenez. Voyez, monsieur le commissaire. Prépare-toi à mourir, ton heure approche. La menace se précise. Et en échange, je veux dire en échange de votre vie, Ouais. on ne vous a jamais rien demandé? Jamais. L'auteur des lettres agit donc gratuitement. Ou par vengeance. Vous connaissez des ennemis? Avec ma profession, vous savez. Je suis dans les affaires, en particulier dans l'immobilier. Les grands ensembles, etc. Dans les affaires, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et jusqu'à présent, j'ai toujours gagné. Et vous n'avez aucun soupçon? Si j'avais eu des soupçons, monsieur le commissaire, je n'aurais pas fait appel à la police. J'aurais agi moi-même, directement. On a évidemment envisagé l'hypothèse d'un mauvais plaisant. Oui, mais un mauvais plaisant n'aurait pas persévéré ainsi. Personnellement, je pencherais plutôt pour une manœuvre d'intimidation. Quelqu'un, par exemple, qui aurait intérêt à vous voir quitter Marseille. Bon, je dis cela au hasard. Vous ne croyez pas qu'il peut mettre sa menace à exécution? Je vois mal un assassin prévenant sa future victime un mois à l'avance. Ah, c'est exactement ce que je lui disais. Oui, et moi, monsieur le commissaire, je vous réponds ce que je lui ai répondu. Il y a tant de cinglés sur Terre. Ah, évidemment, si on a affaire à un déséquilibré. C'est un fou, il peut me tuer n'importe quand, n'importe où, sans raison valable. Alors que comptez-vous faire pour l'en empêcher? Mais d'abord, il faudrait acquérir la certitude qu'on veut bien attenter à votre vie. Ensuite, il faudrait le connaître. Or, que savons-nous de lui? Rien. Rien, sinon qu'il a de la suite dans les idées et qu'il tape correctement à la machine. Il n'y a pas une faute et la frappe en est régulière. Ah, vous avez les enveloppes? Je ne les ai pas gardées. Ah, vous avez eu tort. Oh, elles n'avaient rien de particulier. Des enveloppes blanches à bon marché avec l'adresse dactylographiée. Et toutes, sans exception, ont été postées au bureau central de Marseille. Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur, je me suis permise de... Vous n'avez donc pas compris, je n'y suis pour personne, je vous dis. Il n'y a personne, monsieur. Mais alors pourquoi me déranger? On vient d'apporter... Je pense que c'est une erreur. Ouais. C'est pour ça que je me suis permise. Oui. On vient d'apporter Bah quoi, parler? une couronne mortuaire. Hein? Une couronne pour les morts, monsieur. Je l'ai laissée dans le vestibule. Allez la chercher. Vous avez entendu, monsieur le commissaire? Une couronne mortuaire, pour moi. Oh, tu ne vas pas te frapper. Ça dépasse les limites du raisonnable. C'est un fou, je vous dis. Il n'y a qu'un fou pour faire ça. La voilà, monsieur. Ah oui. Et avec une inscription par-dessus le marché. Regret éternel. On me gâte. C'est une macabre plaisanterie. Qui l'a apporté? Un livreur, monsieur. Mais de quelle maison? Ah, je ne sais pas. Il a sonné. Il a demandé si c'était bien ici monsieur Charles Orquevaux. Il a dit que tout avait été payé à la commande. Et vous l'avez laissé repartir comme une sotte que vous êtes. Et je pouvais pas le retenir de force. Et puis moi, monsieur, je savais pas. On apporte quelque chose pour monsieur, moi. Je viens avertir monsieur. Bon, bah c'est bon, laissez-nous. Et la couronne? Jetez là aux ordures, la couronne, que je la vois plus dans cette maison. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Dès un instant, s'il vous plaît. Si vous permettez, monsieur Orquevaux, je l'emporterai. Je vous en prie. Laissez-la dans le vestibule, Marinette. Monsieur le commissaire la prendra en partant. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Vous espérez obtenir une indication avec cette couronne? Mais du moment qu'on l'a livrée, c'est qu'elle a été vendue par un commerçant de la ville. J'ignore combien il y a de marchands d'objets funéraires dans Marseille, mais je vais faire une enquête par les commissariats de quartier. Et après? Et si on le découvre, le marchand fournira peut-être des renseignements sur la personne qui a passé commande. Puissiez-vous dire vrai. Jusqu'à présent, il se contentait des lettres. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie, ça? Une couronne. Ça s'envoie pour des obsèques, non? Si on a voulu vous impressionner, on a atteint son but. Vous ne trouvez pas, monsieur le commissaire, qu'elle est arrivée à point nommé, juste au moment de votre visite? Mais c'est aussi ce que j'étais en train de me dire. Qui est au courant de ma visite? Bah, Paul, bien entendu. Nathalie, ma femme. Et puis Marinette, la bonne. Du côté de la bonne? Oh non, certainement pas. Elle est mariée, mère de famille, elle habite le quartier depuis des années. Nous n'avons jamais eu à nous plaindre d'elle, ni elle de nous. Ah, elle a pu bavarder. Ouais, et puis Charles, tu oublies Romagne. Je lui ai rien dit. Romagne, monsieur le commissaire, c'est mon secrétaire. D'habitude, il travaille dans la pièce voisine et je me suis arrangé pour qu'il ne soit pas là cet après-midi. Vous vous méfiez de lui? Non, pas du tout. J'ai seulement pensé que nous serions plus tranquilles pour bavarder. Il est au courant des lettres de menace? Bah, par la force des choses, c'est lui qui ouvre le courrier. Mais par contre, il ignore que j'ai porté plainte et que je vous attendais. Bon, il ignore. En vivant ici toute la journée, il a pu surprendre une conversation ou un coup de fil. Oh.
En somme, les personnes qui ont obtenu le renseignement de première main, si je puis dire, sont au nombre de 4. Vous, Monsieur Busson, Madame Orquevaux, Marinette et Romagne. Oui, 4 personnes insoupçonnables. Que comptez-vous faire? En premier lieu, m'occuper de l'expéditeur de la couronne. S'il a commis une imprudence, il faut en profiter tout de suite. C'est d'ailleurs pourquoi je vais prendre congé sans plus tarder. Oui, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Attendre. Bah, si c'est tout ce que vous avez trouvé. Et ne pas prendre ces menaces trop au sérieux. Le coup de la couronne ressemble plus à une farce de mauvais goût. Son auteur serait un faible, un velléitaire que je n'en serais pas étonné. Dans ce cas, vous n'auriez pas grand-chose à craindre. Dans ce cas, peut-être, mais... Néanmoins, soyez prudent. Et si vous avez du nouveau, faites-moi signe. Vous pouvez me toucher soit au bureau, soit directement chez moi. Tenez, voici ma carte. Il y a mon numéro de téléphone. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir à vous déranger. De mon côté, je vous tiens également au courant. Au revoir, messieurs. Je vous reconduis. Non, ne vous dérangez pas. Je prends la couronne en passant. Tu ne dis rien. Tu n'es pas satisfait? Mais le commissaire a tout de même pris ton affaire en main. Ouais, si l'on peut dire. Ça et rien, c'est tout comme. Tu l'as entendu? Je dois attendre. Attendre. Et attendre quoi? Qu'on me tue? Allô, l'officier de police Guérin au téléphone. Je voudrais parler au commissaire Parent, s'il vous plaît, de la part de Charles Orquevaux. Ne quittez pas. Je vais voir si monsieur le commissaire est là. Patron, c'est Orquevaux. Encore lui? Ça fait 5 fois qu'il m'appelle dans la semaine. Je lui dis que vous êtes sorti? Bon, pas la peine, il me rappellerait plus tard. Prends l'écouteur et passe-moi l'appareil. Allô, bonjour monsieur Orquevaux. Je vous dis tout de suite que je n'ai toujours pas de résultat au sujet de la couronne. L'enquête se poursuit. Mais je viens de recevoir une nouvelle lettre. Quand? Aujourd'hui? Oui, à l'instant. Elle est courte mais explicite. Prépare-toi à mourir. C'est tout? Parce que vous trouvez que c'est pas suffisant. J'ai peur, monsieur le commissaire. Je commence à avoir très peur. Il faut faire quelque chose pour me protéger. On peut quand même pas lui offrir un garde du corps. Allô? Oui. Je comprends vos alarmes, monsieur Orquevaux. Malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, on ne peut pas faire plus. Quoi, même en sachant qu'on va m'assassiner? Mais ce n'est pas prouvé. Vous exagérez sans doute le danger. Et on voit bien que vous n'êtes pas en cause. Bon, enfin, merci quand même. Au revoir, monsieur le commissaire. Allô, Oui. tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Oui, comptez sur moi. Au revoir, monsieur. Et voilà. Chaque fois qu'il me téléphone, c'est qu'il s'imagine qu'on va le tuer dans l'heure qui suit. Et vous, patron, vous y croyez? En vérité, je n'en sais trop rien. Eh bien, moi, ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un lui en veuille à mort. J'ai eu des tuyaux sur lui par la brigade financière. Il aurait eu des ennuis de ce côté-là? Bien trop malin pour cela, mais on le connaît. Spéculation plus ou moins régulière, trafic d'influence, enfin, vous voyez le genre. Un homme d'affaires redoutable, quoi. Redoutable pour les gogos qui lui font confiance. Pas étonnant si une de ses victimes a fini par se révolter. La lettre anonyme, l'arme du faible. Oui, ça pourrait en effet cadrer. Quant à savoir jusqu'où peut aller la colère d'un faible... Allô? Allô, monsieur le commissaire Parent, s'il vous plaît. C'est moi qui est à l'appareil. Charles Orquevaux. Je m'excuse de vous appeler chez vous un samedi soir à une heure aussi tardive. Ça n'a aucune importance. Qu'y a-t-il? Il y a une nouvelle lettre. À cette heure-ci? Mais il n'est pas de 10 heures. Oui, on vient de la glisser sous la porte. Je ne suis pas à Marseille, mais dans ma villa de l'Estanzi. Et j'ai peur que ce soit pour cette nuit. Bon, alors, ne nous affolons pas. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Attendez, je vous la lis. Ton heure est maintenant arrivée, tu ne verras pas le jour se lever. Vous avez entendu, tu ne verras pas le jour se lever. Allô, vous êtes là? Oui, je vous écoute. La villa est isolée, personne n'entendra si j'appelle. Vous n'êtes pas seul, que diable? Si, justement, je suis seul, tout seul. Vous n'allez pas me faire croire. Enfin, que êtes-vous allé faire là-bas alors que vous savez menacer? Ah, ce que je suis venu faire, ça serait trop long à vous expliquer. Et maintenant, il est trop tard. J'ose plus sortir, il m'attend peut-être dans le jardin. Rien ne vous oblige à sortir si vous avez bien fermé les portes. Ah oui, j'ai vérifié les fenêtres aussi. Dans ce cas, vous n'avez rien à craindre. Non, venez, monsieur le commissaire, venez à mon secours, je vous en supplie. Ou alors envoyez-moi quelqu'un jusqu'à demain matin seulement. Il le dit dans sa lettre, tu ne verras pas le jour se lever. Attendez.
y a quelqu'un qui... Allô? Allô, monsieur Orquevaux? Allô? Allô, vous êtes toujours là? Bah, répondez-moi, Orquevaux! Vous êtes blessé? Bon sang de bois, c'est coupé. L'Estancia, c'est bien à une quarantaine de kilomètres. Le temps d'aller là-bas, de trouver la maison. Allô? Allô, c'est toi, Guérin? Oui, oui, c'est moi. Tu n'es pas couché? Bon, bah, tant mieux. Ta voiture est en bas? Parfait. Je crains qu'il soit arrivé quelque chose à Orquevaux. Non, non, ça n'est pas le moment de se perdre en explications. Il est dans sa villa, à l'Estancia. L'Estancia. Tu connais? Oui, oui, une quarantaine de kilomètres. Non, je te dis que c'est pressé. Saute dans ta voiture et file là-bas. Le premier arrivé attend l'autre devant la mairie. D'accord? À tout à l'heure. Ah, vous voilà enfin, patron. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La villa d'Orquevaux qui brûle. Bah, il manquait plus que ça. Et lui, où est-il? On n'en sait rien. Mais bon sang de bois, il est dedans! Et blessé encore! On n'a pas encore pu s'approcher, la maison a flambé comme une torche. Et les pompiers? Ils viennent d'arriver. Tenez, justement, voilà le capitaine. Capitaine! Au camion! Mon capitaine, s'il vous plaît! Je regrette, messieurs, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Je suis le commissaire Parent de la Sûreté nationale. A-t-on pu sortir le blessé qui se trouve à l'intérieur? Impossible de pénétrer dans la maison. L'incendie est trop violent. Les flammes sortaient déjà par les fenêtres lorsque nous sommes arrivés. On va tout de même pas le laisser griller! Nous avons tout tenté, croyez-le bien. L'un de mes hommes a même été grièvement blessé. Non, excusez-moi. Dubois! On la lance plus à droite! Arrosez à droite! Eh ben, il ne reste plus grand-chose. Nous avons fait ce que nous avons pu. Oh, vous n'êtes pas en cause, capitaine. J'admire vos hommes qui sont quand même allés chercher le corps de Charles Orquevaux. Le corps, c'est beaucoup dire. Un cadavre carbonisé aux 3/4. Mais je me demande bien ce qu'on va pouvoir en faire à l'Institut médico-légal. Bon, on ne sait jamais. À votre avis, l'incendie a été provoqué? Et au vôtre? Il est encore trop tôt pour se prononcer. Oh, demain, les experts trouveront peut-être quelque chose. Vous me transmettrez les résultats dès que vous les aurez? Oui, où puis-je vous toucher? Eh ben, demain, c'est dimanche, disons lundi matin au bureau. Allô, Parent à l'appareil. Ah, bonjour, capitaine. Vous avez le résultat de l'expertise? Oui, j'entends bien. Rien d'officiel. Seulement vos premières constatations. Un incendie criminel? Je m'en doutais. De l'essence? Vous dites bien arrosé d'essence? Ben, je vous remercie. À bientôt. T'as entendu, Guérin? Oui, on a arrosé le cadavre d'essence. Oh, pas seulement le cadavre, tout le rez-de-chaussée. C'est ce qui explique la violence de l'incendie. L'assassin a profité de l'isolement de la villa. Si Orquevaux était prudemment resté chez lui... Mais au fait, Madame Orquevaux, tu as pu la joindre? Elle n'est pas encore rentrée de week-end. Elle est allée chez sa sœur, paraît-il. Et Romagne? Le secrétaire? Marinette Labonne ne connaît pas son adresse. Il faut attendre qu'il vienne à son travail. Quant à l'ami d'Orquevaux, celui que vous avez rencontré chez lui... Mais Paul Busson. Quand je suis passé chez lui, je suis tombé sur sa gouvernante, un vrai dragon à moustache. Paul Busson est parti chasser en Camargue. Il doit rentrer ce matin, lui aussi. On n'a pas idée de tuer les gens pendant le week-end, ça complique tout. Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, docteur. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous continuez votre examen? Bon, attendez. Au revoir, docteur. C'est le légiste? Oui, il a extrait une balle de 9 mm qui a perforé le foie. Étant donné l'état du corps, l'autopsie n'est guère possible, mais d'après lui, Orquevaux n'a survécu que quelques minutes à sa blessure. De sorte que si on avait réussi à le tirer de l'incendie, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Bon, certainement pas. Ah, et justement, à ce propos, il n'y a rien qui te choque, toi, là-dedans? Qui me choque? Pourquoi l'assassin a-t-il mis le feu à la maison?
Et il espérait peut-être camoufler son crime un accident. Avec une balle de 9 mm dans le fouet de sa victime? Et puis, ça fait 1 mois qu'il l'annonce, son crime. À moins que... Quoi? Une supposition. Orquevaux a peur. Il se barricade. Il n'ouvrira à personne, quoi qu'il arrive. L'assassin a mis le feu pour l'obliger à sortir de sa retraite. Bon, ça tient pas debout. Ah bon? Orquevaux a été tué pendant qu'il me téléphonait. L'incendie a donc éclaté après. Un fou, alors. Assassin et pyromane. Oh, la folie, ça serait trop facile. Encore? Oh là 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 là. Allô? Oui? Ah bon, merci. Faites-le monter. Paul Busson vient d'arriver. Hein? Ah oui, qu'est-ce que je disais? Que la folie, ce serait trop facile. Oui. Et pourtant, l'assassin ne semble pas avoir agi avec logique. Orquevaux non plus. Il sait que quelqu'un veut le tuer. Il prend les menaces au sérieux. Très au sérieux, même. Et pourtant, il va passer la nuit tout seul dans cette maison isolée. Il aurait voulu se faire tuer exprès, qu'il n'aurait pas mieux fait. En somme, l'assassin et la victime semblent tous les deux avoir agi en dépit du bon sens. Il va falloir remplacer les policiers par des psychiatres. J'ai bien une petite idée. Ah, tiens, voilà Busson. Votre petite idée, patron? Plus tard. Va d'abord ouvrir. Entrez, monsieur Busson. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. Ah, je suis atterré. Si je m'attendais en rentrant ce matin, c'est Angèle, ma gouvernante, qui m'a remis votre message. J'ai aussitôt acheté les journaux. Donc vous êtes au courant? C'est bien un incendie criminel, n'est-ce pas? C'est hors de doute. Par contre, ce que les journaux n'ont pas dit, ce qu'ils ne pouvaient pas dire, puisqu'on en a acquis la certitude que ce matin, c'est que votre ami a d'abord été tué par une balle dans le foie. Alors, pourquoi l'incendie? C'est ce qu'on se demande. On se demande aussi pourquoi, lui qui avait si peur, il est allé passer la nuit tout seul dans cette villa isolée. C'est un peu ma faute. Comment? Oui, j'aurais dû insister pour l'accompagner. Il faut vous dire que Charles adorait la pêche, une vraie passion. À l'Estancie, il avait son bateau, ses lignes, enfin bref, il y consacrait tous ses week-ends. Même depuis qu'il recevait des lettres de menaces? Mais justement non. Lui, si combatif, si énergique d'habitude, c'était un autre homme. Il négligeait même ses affaires. Vous travailliez avec lui, je crois. Je travaillais pour lui plutôt, à proprement parler. Je n'étais pas son employé, je lui servais de démarcheur, d'intermédiaire, parfois de prête-nom, lorsqu'il ne voulait pas intervenir directement. Revenons au crime. Vous avez dit « c'est un peu ma faute ». En effet, oui. Les lettres tous les 2 jours, leur style mélo, l'épisode de la couronne, tout ça me paraissait assez farfelu. Au fait, pour la couronne, vous n'avez toujours pas de résultat? Non, pas encore. En 2 mots comme en 4, j'ai eu tort de ne pas prendre ces menaces au sérieux. Mais cependant, n'est-ce pas vous qui lui avez conseillé d'alerter la police? Mais il était comme un malade imaginaire qui meurt d'envie d'appeler le médecin, mais qui n'ose le faire par crainte du ridicule. Il attend qu'un tiers charitable lui propose pour sauter sur l'occasion. J'ai cru que votre visite l'apaiserait. Elle n'a fait qu'accroître son inquiétude. Les faits prouvent qu'il avait raison. Hélas. Il était tellement changé, et tellement différent de l'homme combatif qu'il avait été que je me suis moqué de lui. Je le traitais de femmelette, ça le piquait au vif. Et samedi après-midi, il a décidé d'aller coucher à l'Estancie pour pêcher dimanche matin de bonne heure, et il a refusé tout net que je l'accompagne. Pourquoi? Et pour me prouver qu'il n'était pas une mauviette. Si j'avais su... À ma décharge, je dois ajouter que j'ai pensé... Oui, je pensais qu'il avait une autre raison de refuser ma présence. Une raison qui s'appelle Georgette. Georgette. Ce n'est pas Madame Orquevaux, sans doute. Ah non, Madame Orquevaux se prénomme Nathalie. Et vous savez où elle est? Nathalie? Oui. À l'Estancie, je présume. Elle se préparait à partir quand je lui ai téléphoné. Où l'avez-vous appelée? Mais où voulez-vous que je l'appelle? Chez elle, parbleu. Ah, vous vous débrouillez mieux que l'inspecteur Guérin. En tout cas, quand moi j'ai téléphoné, elle n'était pas là. Et hier non plus, il n'y avait personne. Je ne vous parle pas d'hier, mais de ce matin. Je lui ai donné un coup de fil avant de venir ici. Vous pouvez vérifier. C'est Marinette qui a pris la communication. Alors c'est qu'elle était rentrée entre-temps. Rentrée d'où? C'est ce que nous lui demanderons. Nous demanderons aussi un entretien à cette Georgette, là. Georgette comment? Georgette Romagne. La femme du secrétaire. Non, sa fille. Romagne est veuve depuis longtemps, c'est lui qui a pratiquement élevé Georgette. Quel âge a-t-elle?
Romagne doit avoir dans les 45 ans, Georgette pas loin de 20. Orquevaux, lui, doit courir sur la quarantaine. Que voulez-vous? Le prestige de l'homme arrivé, l'assurance du monsieur qui sait ce qu'il veut et qu'il veut bien. Mais Charles aimait à conquérir. L'argent, les femmes. C'était un besoin chez lui, pour le seul plaisir de conquérir. Et c'est comme ça qu'il a épousé Nathalie. Et c'est comme ça qu'il a eu envie de Georgette. Le père est au courant? Ah là, m'en demandez trop. Et Madame Orquevaux? Pas à ma connaissance. Vous savez où elle habite, cette Georgette Romagne? Oui, elle vit avec son père. Madame Orquevaux pourra vous donner son adresse. Je la convoque, patron? Non, je m'en occupe moi-même. Oh, pas moyen d'être tranquille avec ce téléphone. Excusez-moi, je vous en prie. Allô? Oui. Ah non, inutile qu'elle rentre chez elle, je passerai la voir. Merci. On m'appelait de l'Estancie. Vous avez raison, monsieur Busson, Madame Orquevaux est bien allée là-bas. Je vous ai entendu dire qu'elle pouvait rentrer chez elle. Si vous le permettez, je vais aller la chercher. Mais du moment qu'elle s'y est rendue elle-même, elle doit avoir sa voiture. D'autre part, j'aimerais que vous accompagniez l'inspecteur Guérin à la morgue. À la morgue? Bon, ce n'est pas absolument nécessaire. C'est une formalité indispensable pour l'identification du corps. Oh, vous savez, patron, l'identification, étant donné l'état du corps, sa propre mère ne le reconnaîtrait pas. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Merci, madame. Je vous demande pardon, je suis moi-même très fatiguée. Mais je vous comprends, madame. Et je vais tâcher d'être bref. Si j'avais pu vous toucher ce matin, je vous aurais sans doute évité d'aller à l'Estancie. Il fallait que j'y aille. J'avais besoin de me convaincre d'une réalité difficile à accepter. Et pourtant, tous ces décombres noircis, encore fumants, une vision de cauchemar. On m'a dit que mon mari a été atrocement brûlé. Il n'a pas souffert, madame. Il était déjà mort quand l'incendie a éclaté. Je n'arrive pas encore à réaliser. Il me semble que je vais me réveiller d'un mauvais rêve. Un crime pareil, monsieur le commissaire, ce ne peut être que l'œuvre d'un démon. Étiez-vous au courant des lettres de menace? Mon mari m'en avait parlé. Je dois avouer que je ne les avais pas prises très au sérieux. Lui-même ne semblait pas y attacher une grande importance. Ah, c'est curieux, ça. Qu'y a-t-il de curieux? Qu'il vous ait donné l'impression de n'y attacher aucune importance. Il a quand même fait appel à la police. Il m'en avait également parlé. J'avais pensé qu'il faisait cela par acquis de conscience, comme on accomplit une formalité. Avec moi, il avait vraiment l'air d'avoir peur. Croyez-vous que s'il avait eu réellement peur, il serait allé s'isoler dans notre villa de l'Estancie? Oui. On en revient toujours au même point d'interrogation. Monsieur Busson, vous connaissez? Paul est un ami de longue date. Monsieur Busson pense qu'il aurait pu agir par fanfaronnade. Mon mari ne faisait jamais rien gratuitement. Ou bien alors que... peut-être. Il aurait pu... Simple supposition. Il aurait pu avoir un rendez-vous. Avec qui? Avec une femme? Je conçois, madame, que le moment soit mal choisi. Oh, il y a belle lurette que je ne me faisais plus d'illusions sur la fidélité de mon mari. Il était ainsi fait. Personne n'aurait pu le changer. Il fallait l'accepter tel quel ou s'en aller. Je l'ai accepté. Mais là n'est pas la question. Mais, au contraire, toute la question est peut-être là. Vous pensez? J'y ai pensé, moi aussi. À la vengeance d'un mari. D'un mari ou d'un père. En général, ce sont les maris trompés qui se vengent. Pardonnez-moi d'insister, madame, mais est-ce parce que vous saviez qu'il allait retrouver une femme que vous ne l'avez pas accompagné à l'Estancie? D'abord, il n'a pas demandé de l'accompagner. Ensuite, sauf quand il avait des dîners d'affaires, nous n'avions plus l'habitude de passer les week-ends ensemble. Serait-ce indiscret de vous demander où vous avez passé le vôtre? Chez votre sœur, m'a-t-on dit. En effet, chez ma sœur à Cassis. J'ai appris la nouvelle par Marinette en rentrant ce matin.
Et puis par Paul qui m'a téléphoné. Entrez. Monsieur Romagne vient d'arriver, madame. Dites-lui d'attendre dans le bureau. Bien, madame. Monsieur Romagne est le secrétaire particulier de mon mari. Oui, oui, je sais. Si vous permettez, je vais aller lui poser quelques questions. Cela m'évitera de le convoquer. Comme vous voudrez. Je vous précède. Je vous en prie. Le bureau est au fond du vestibule. C'est là que M. Orquevaux recevait ses clients? Oui, mais il traitait la plupart de ses affaires en ville. Voici le bureau. Merci, madame. Monsieur Romagne. Bonjour, madame. J'ai appris le malheur qui vous frappe. Je vous présente mes condoléances. Merci, monsieur Romagne. Merci. Monsieur le commissaire Parron voudrait vous poser quelques questions. À votre disposition, monsieur le commissaire. Je vous laisse. Monsieur Romagne, je serai bref. C'est vous qui ouvrez le courrier. Donc, vous avez vu les lettres de menace. Elles sont toutes passées entre mes mains. Je n'aurais jamais cru que ces menaces seraient mises à exécution. Personne ne le croyait. Sauf Orquevaux, sans doute. Cependant, à vous qui travaillez avec lui chaque jour, ne vous aurait-il pas confié... Monsieur Orquevaux ne se confiait jamais. Il donnait des ordres. C'était une machine à donner des ordres. Moi, je me contentais d'obéir. Ouais, je vois. Vous ne l'aimiez pas beaucoup. Personne ne l'aimait. Bon, c'est vous qui le dites. On ne pouvait pas l'aimer, il avait un portefeuille à la place du cœur. Je me suis pourtant laissé dire que ce cœur était sensible au charme de certaines jolies filles. La vie privée de monsieur Orquevaux ne me regardait pas. En êtes-vous bien sûr? Je suis veuf, monsieur le commissaire, et depuis longtemps. Depuis longtemps, les femmes ne m'intéressent plus. N'avez-vous pas une fille? Et alors? Oh, excusez ma franchise, mais Orquevaux aurait pu la trouver à son goût. Je pourrais me fâcher, monsieur le commissaire, mais votre supposition est tellement absurde. Si vous connaissiez Georgette, l'idée ne vous serait même pas venue. C'est encore une enfant, et en dehors de sa musique, oui, elle suit des cours au conservatoire. Ouais. Elle a beaucoup de talent, paraît-il. Sur le plan professionnel, je parle de votre patron, bien entendu. Vous connaissiez sa situation financière. Quelle va être celle de sa femme? Si Madame Orquevaux n'a pas pris ses précautions, elle va se trouver sans le sou. En fait, l'héritage se soldera par un énorme déficit. Il y a la villa de l'Estancie. Je suppose qu'elle est assurée. Elle est aussi grévée d'hypothèques. À ce point-là? Orquevaux traitait pourtant de très grosses affaires. Avec des capitaux qui ne lui appartenaient pas. Et quand on se lance dans des spéculations hasardeuses... Vous voulez dire que votre patron aurait utilisé ses capitaux à des fins différentes de celles pour lesquelles on les lui aurait confiés? Il a vu trop grand dans une affaire trop risquée. En principe, les bénéfices devaient être énormes. Malheureusement... Non, passons sur les détails. Pour parler net, il allait avoir à faire face à des échéances qu'il lui aurait été difficile d'honorer. Difficile ou impossible? Dans l'état actuel des choses, et sauf un miracle, c'était la faillite à brève échéance. Mais ce qui, pour lui, signifiait la correctionnelle. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. On vient d'apporter ce pneumatique pour vous, monsieur Romagne. Pour moi? C'est bien la première fois que... Merci. Tiens, c'est l'écriture de Georgette. Je me demande bien ce qu'elle... Non. Non, c'est pas vrai. Mais elle est folle. Qu'est-ce qu'il a prise? Oh, Georgette. Voyons, monsieur le commissaire, il faut empêcher ça, je vous en supplie. Et qu'est-ce qu'elle vous écrit? Tenez, lisez. Elle n'a plus son bon sens. Mon cher papa, je te demande pardon de la peine que je vais te faire, mais il faut que je te quitte. Je vais partir loin, très loin. Oh, mais elle ne va pas me faire ça. Je ne peux pas t'expliquer, tu aurais honte, et moi aussi. Adieu, mon cher papa, je t'embrasse bien fort. Elle ne va pas faire une bêtise parce que cette espèce de salaud est mort. Vous étiez donc au courant de ses relations avec Orquevaux? Oui, non, enfin, je me doutais. Et puis quelle importance. C'est ma fille que je veux sauver. Ma petite fille. Aidez-moi. Vous avez une de ces photos sur vous? Oui, oui. Tenez. Avec son signalement, je vais lancer un appel général à toutes les voitures patrouilleuses. De votre côté, téléphonez chez vous. Mais je n'ai pas le téléphone. Bon, alors allez-y, filez. Elle y est peut-être encore. Dieu vous entende. J'y cours. Vous pourrez me joindre à mon bureau. Je serai au bout du fil.
Ça y est, patron. On a retrouvé la fille de Romagne. Vivante? Elle s'apprêtait à prendre le train pour Paris. Oh, oui, ou à se jeter dessous. Pensez-vous. Elle avait 2 valises et un billet de première classe. On l'a ramenée à côté. Le père est prévenu? Pas encore. Bah, occupe-t'en. Moi, je vais voir la demoiselle. Bon. Alors, mademoiselle, on faisait une fugue? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Savez-vous qui je suis? Ça m'est égal. Je suis le commissaire Paron, chargé d'enquêter sur l'assassinat de Charles Orquevaux. Vous étiez sa maîtresse, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas me répondre? Je vous préviens que votre père va arriver d'un moment à l'autre. Non! Papa, je ne veux pas le voir. Pourquoi? Vous croyez que c'est lui qui a tué Orquevaux? Oh, ce que vous dites est odieux. Papa ne ferait pas de mal à une mouche. Parce qu'une mouche ne risque pas de lui voler sa fille. Une fille qui est toute sa raison de vivre. Vous vous rendez compte de la peine que vous alliez lui faire? Oui. Alors, pourquoi le quittiez-vous? Pour qui? Qui alliez-vous retrouver à Paris? Personne. Allons donc. On ne part pas comme ça, au hasard. Si? C'est Orquevaux qui vous avait dit de partir? Non. C'est en tout cas sa mort qui vous a décidé. Oui. Pourquoi? Parce que j'attends un enfant. Un enfant de Charles. Il avait promis de m'épouser, de divorcer. Et maintenant, je vais me retrouver toute seule. Toute seule avec mon enfant. Pas toute seule. Il y a votre père. Papa ne voudra plus de moi. Il va me jeter à la rue. Si vous l'aviez vu, le pauvre homme, comme je l'ai vu quand il a reçu votre pneumatique, vous seriez rassuré sur ce point. J'aurais trop honte. Mais il sera trop heureux de ne pas vous perdre. C'est fait, patron. Je vais envoyer une voiture chercher Monsieur Romagne. Il sera là dans 5 minutes. Profitons encore de ces 5 minutes pour mettre les choses au point. Mademoiselle Romagne, je vous en prie, répondez-moi franchement. Samedi soir, aviez-vous rendez-vous avec Monsieur Orquevaux à l'Estancier? Oui. Alors, que s'est-il passé? Je n'y suis pas allée. Charles m'a téléphoné de ne pas venir. Où étiez-vous à ce moment-là? Chez moi. Pourquoi mentez-vous, mademoiselle? Il n'a pas pu vous téléphoner chez vous puisque vous n'avez pas le téléphone. Des voisins m'ont fait la commission. On appelle chez eux quand on veut me laisser un message. Vous pouvez vérifier? On vérifiera, soyez tranquille. Vous a-t-il donné la raison pour laquelle il vous décommandait? Non. Le message était forcément laconique. Quelque chose comme « Dites à Georgette qu'elle ne se dérange pas, le rendez-vous de ce soir est remis à plus tard. » Je reçois souvent des commissions de camarades. Ça ne choque personne. Allô? Oui? Ne quittez pas. C'est la brigade financière. Ah oui. Je leur ai demandé une petite enquête. Donne. Et pendant ce temps, tu accompagneras mademoiselle Romagne à côté. Oui. Allô? Oui, j'écoute. Par ici, mademoiselle. Oui? Oui, c'est parfait comme ça. Oui. Encore merci. Au revoir. Romagne vient juste d'arriver. Si vous voyez le père et la fille, ils sont attendrissants. Ne le laisse pas filer, il faut que je le voie. Tout de suite? Oui, tout de suite. Il aura toute la vie pour cajoler sa fille. Bon. Monsieur Romagne, s'il vous plaît. Oh, monsieur le commissaire, je ne sais comment vous remercier. Oui, mais je vous en prie, asseyez-vous. J'aurais 2 ou 3 petits renseignements à vous demander. Si je peux vous répondre, c'est avec plaisir. La veille de sa mort, vendredi donc, Monsieur Orquevaux a retiré de sa banque 25 millions. Non, ancien, bien sûr. Et n'a laissé à son compte qu'une centaine de mille francs. Je précise qu'il a emporté les 25 millions en argent liquide. Je n'étais pas au courant de cette transaction. Ah, vous appelez ça une transaction, vous? Orquevaux n'avait tout de même pas l'habitude de conclure les affaires en payant de la main à la main. Surtout pour de pareilles sommes. La plupart des règlements se font par chèque, en effet. Mais si vous étiez davantage au courant, vous sauriez que, dans certains cas, on n'aime pas laisser de traces dans les écritures. À cause du fisc? Parfois. Parfois également, quand on utilise un prête-nom, par exemple. L'intermédiaire reçoit alors l'argent de la main à la main et traite l'affaire en son nom. Oui. Je ne crois pas dévoiler un secret en vous révélant que M. Busson a déjà joué ce rôle plusieurs fois.
Vous dévoilez d'autant moins un secret que M. Busson me l'a déclaré lui-même. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que M. Busson avait reçu les 25 millions. D'autant plus que votre patron a peut-être été tué avant de les avoir utilisés. Dans ce cas, on devrait les retrouver, n'est-ce pas? Je peux vous certifier qu'ils ne sont pas dans le coffre du bureau. Vous l'avez donc ouvert? Je ne vois pas ce que cela a d'extraordinaire. Et moi, je n'ai pas dit que cela était extraordinaire. Guérin, Oui. Guérin, va voir ce que c'est. Oui. Je vous reconduis, monsieur Romagne. Au revoir, monsieur le commissaire. Et encore merci pour Georgette. Oui, oui, au revoir, monsieur Romagne. Monsieur Busson est là. Il a une communication à vous faire. Entrez, entrez, monsieur Busson, entrez. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. Alors, qu'avez-vous donc de si urgent à me dire? C'est au sujet de Nathalie et de madame Orquevaux. Mais je crois que les circonstances exigent une totale franchise. Et c'est en plein accord avec elle que je viens vous dire... Qu'elle n'a pas passé le week-end à Cassis chez sa sœur. Vous saviez, Nous vérifions tous les alibis, monsieur Busson. Elle est votre maîtresse, n'est-ce pas? et elle va devenir ma femme maintenant qu'elle est libre. Donc vous avez passé le week-end tous les deux ensemble dans votre maison de campagne en Camargue. J'étais venu pour vous l'apprendre. Reconnaissez-le, ma démarche était spontanée. Non, mais je vous rends cette justice. Depuis quand dure votre liaison? Depuis 2 ans environ. Je croyais que Charles Orquevaux était votre ami. Et l'un n'empêche pas l'autre. Drôle de conception de l'amitié. Ne vous y trompez pas, monsieur le commissaire. L'amitié de Charles était à sens unique. Il avait l'argent, j'en avais pas. Il savait me le faire sentir. Au lycée, déjà, c'est moi qui rédigeais ses dissertations et c'est lui qui récoltait les bonnes notes. Avec les filles, c'était pareil. Dès que j'avais une petite amie, Charles me la soufflait. Plus tard, en affaires, je me suis contenté de recueillir les miettes et puis... il y a eu Nathalie. Nous étions presque fiancés. Charles l'a ébloui avec son argent. Son sale argent. À propos d'argent, savez-vous que vendredi, il avait retiré de sa banque 25 millions d'argent liquide? 25 millions de francs actuels. N'exagérons rien. Même en francs légers, ça représente un joli capital. J'ignorais le fait. Monsieur Busson, parlons net. Je sais qu'Orquevaux traitait des affaires pas toujours orthodoxes et que sa situation financière actuelle était assez précaire. Catastrophique, voulez-vous dire. Pour ne rien vous cacher, il était sur le point de sauter. Et c'est d'ailleurs un peu à cause de cela qu'il faisait une sorte de dépression. 25 millions, c'est quand même une petite fortune. Un grain de sable par rapport aux centaines de millions dont il allait avoir à répondre. Son assassin lui a sans doute évité la correctionnelle. C'est à peu près ce que me disait Romagne. En somme, la mort l'a sauvé de la prison. Oui. Enfin, c'est une façon de parler. Autre chose, monsieur Busson. Quand vous êtes allé à la morgue reconnaître Excusez-moi de vous interrompre, mais je n'ai rien reconnu du tout. Il est absolument méconnaissable. Je me demande même si... Vous vous demandez? Mais je me demande comment on peut affirmer qu'il s'agit bien là du corps de Charles Orquevaux. En fin de compte, patron, la mort de Charles Orquevaux arrange les affaires de cœur de Busson et de madame Orquevaux. C'est aussi ce que je me suis dit, figure-toi. Par contre, elle n'arrange guère celle de la pauvre Georgette Romagne. Si vous aviez vu le père lorsqu'il a retrouvé sa fille. Une vraie adoration. Je crois qu'il en serait mort si elle l'avait quitté. Côté Romagne, c'est assez compliqué. Pourquoi, par exemple, Orquevaux a-t-il décommandé son rendez-vous au dernier moment, alors qu'il s'est quand même rendu à l'Estancier? Et il avait peut-être de bonnes raisons. Ah, monsieur de la Palisse. Évidemment qu'il avait de bonnes raisons. Mais lesquelles? Et pourquoi a-t-il retiré les 25 millions justement la veille de sa mort? Pourquoi les 25 millions ont-ils disparu? Pourquoi les lettres de menace? Pourquoi cette macabre plaisanterie de la couronne? Oh, à propos, patron, j'oubliais. La couronne. Oui. On a retrouvé le marchand d'articles funéraires qui l'a vendu. Et t'as attendu jusqu'à maintenant pour me dire ça? Le rapport est arrivé pendant que vous étiez avec Busson. J'ai pas voulu vous interrompre et puis... Abrège. Bon, de toute façon, ça n'avance pas à grand-chose. La vendeuse se souvient vaguement, très vaguement, du type qui est venu la commander. Attendez, le rapport doit être quelque part par là. Ah, le voilà, oui.
C'était un homme d'un certain âge, ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. Ah bon, en effet, c'est plutôt vague. Elle se rappelle seulement qu'il portait de grosses lunettes à monture d'écaille et qu'il fumait le cigare. Quoi? Répète-moi ça. De grosses lunettes à monture d'écaille et il fumait le cigare. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Il y a quelque chose qui vous choque? Mais bon sang de bois, c'est le portrait de Charles Orquevaux que t'es en train de me faire. Le portrait Mais c'est quand même pas Orquevaux qui est allé lui-même. Et pourquoi pas? Alors c'était donc ça votre petite idée? Une grosse idée, tu veux dire? Et c'est pour la vérifier qu'on file tout de suite chez la veuve. Monsieur Romagne est justement dans le bureau, monsieur le commissaire. Il met de l'ordre dans les papiers de mon mari. Monsieur Romagne. Madame? Ne vous dérangez pas, je n'ai qu'une question à vous poser. Combien y a-t-il de machines à écrire dans le bureau? Une seule? D'ailleurs, la voici. Vous permettez que je tape quelques mots? Pense à la mort. Orquevaux. Vous voulez dire quelque chose, Madame Orquevaux? Non. C'est-à-dire que... Vous tapez là le texte d'une lettre de menace. Oui, madame. Et je compare avec l'original. Vous supposez que mon mari aurait pu s'envoyer lui-même les lettres de menace? Je ne le suppose pas. Je l'envisage. C'est insensé. Mais moins qu'on ne pourrait le croire. Eh bien, non, vous le voyez, l'expérience est concluante. Les lettres n'ont pas été tapées avec cette machine. Regardez, les caractères sont tout à fait différents. Non. Il n'y a pas d'autre machine dans la maison? Monsieur Orquevaux ne m'en a jamais parlé. C'est-à-dire que... C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans la maison, non. Mais il y en avait une dans notre villa de l'Estancie. Mon mari y tapait son courrier personnel quand nous allions là-bas. Entrez. Madame, monsieur Busson vient d'arriver. Qu'il entre. Entrez, monsieur. Ah, ben, je ne pensais pas... Enfin, je ne voudrais pas être important. Oh, du tout, monsieur Busson. Monsieur le commissaire pense que Charles aurait pu s'envoyer lui-même les lettres. Oh, Charles aurait été assez roteur, assez machiavélique pour ça, mais... à présent qu'il est mort... Évidemment, il n'aurait pas poussé le machiavélisme jusqu'à se tuer pour faire croire à un assassinat. Cependant, j'aimerais bien retrouver cette machine à écrire qu'il avait à l'Estancie. Est-ce que je peux vous accompagner? Mais naturellement, vous ne serez pas trop pour la rechercher dans les décombres. Quelle misère, patron. Une si belle villa. Tu n'as rien trouvé? Rien du tout. Des pierres calcinées, des poutres, des meubles aux 3/4 brûlés. Pas plus de machine que de beurre en broche. Bon, d'ailleurs, après un tel incendie, il ne doit plus en rester grand-chose. Ah, monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire! Vous l'avez retrouvé, monsieur Busson? Je crois que oui. Là-bas dans le puits. Il est à sec. Il me semble bien avoir aperçu, dans le fond, quelque chose qui ressemble à une machine à écrire. Le puits est profond? Une bonne quinzaine de mètres. Il faut me la récupérer, Guérin. Moi? Non, mais vous avez entendu? 15 mètres. Je suis pas spéléologue. Ah, ça, mon vieux, ça ne me regarde pas. Débrouille-toi comme tu veux, mais il me faut cette machine dans mon bureau avant ce soir. Oui, elle ne marche plus très bien, mais elle marche encore. Je l'ai montré à Madame Orquevaux. Elle l'a reconnue. C'est bien la machine de son mari. Ouais. Et les lettres ont bien été tapées avec cette machine? Tiens, compare. Même caractère, tu vois? Même défaut. Tiens, regarde. Les jambages des L et des P. Oui, alors plus de doute, c'est Orquevaux lui-même qui a... Alors? Oui? Ah, bonjour, docteur. Ah, c'est très intéressant. Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un accident consécutif à l'incendie? Parfait, encore merci. Au revoir, docteur. Qu'est-ce qu'il dit, le Toubib? Tiens-toi bien. Le légiste vient de découvrir que l'homme dont on a trouvé le cadavre dans la villa incendiée était amputé de la dernière phalange de l'auriculaire droit. Oh oh. Et il affirme que la phalange n'a pas pu se détacher à la suite des brûlures.
Et on ne sait pas s'il manquait cette phalange à Orquevaux. Non, mais on va le savoir tout de suite. Tout de suite. Je vous assure, monsieur le commissaire, que mon mari avait le petit doigt intact. Demandez à monsieur Busson. Je peux le certifier. Et vous dites que le cadavre est celui d'un homme... Amputé de la dernière phalange de l'auriculaire droit. Qu'est-ce que cela signifie? Ma chère amie, ça semble indiquer que Charles... Enfin, qu'il y a eu substitution de personne. Oh, c'est affolant. Pourquoi Charles? Entrez. On demande monsieur le commissaire Parron au téléphone. Ah oui, oui, veuillez m'excuser, madame. C'est une communication que j'attends. Je me suis permis de me la faire adresser ici. Je vous en prie. Je vous laisse avec l'inspecteur Guérin. Et si j'ai bien compris votre chef, monsieur l'inspecteur, il s'agirait ni plus ni moins d'une mise en scène montée par Charles pour faire croire à sa mort. Ça crève les yeux. Votre mari, madame, ne peut plus éviter la faillite. Il sait que la prison l'attend. Sa mort seule peut arrêter le cours de la justice. Il décide donc de faire croire à cette mort. Alors, les lettres de menace, l'appel de la police, le coup de téléphone en pleine nuit au commissaire Parron, l'incendie, tout ça n'aurait été qu'une mise en scène. Il y a tout de même un cadavre. Pas celui de votre mari, madame. Il doit avoir été facile de trouver un vagabond à peu près de sa taille et de sa corpulence. Un vagabond dont la disparition n'inquiéterait personne. L'incendie était alors nécessaire pour le rendre méconnaissable. Oh, c'est affreux. Il n'a pas remarqué, ou il a remarqué trop tard, que l'homme était amputé d'une phalange. Et voilà pourquoi il a retiré les 25 millions à sa banque. À l'heure actuelle, il doit être déjà passé à l'étranger. Non, monsieur Busson, non. Orquevaux n'est pas à l'étranger. Il ne peut pas y être. Le coup de téléphone que je viens de recevoir me l'a confirmé. On l'a arrêté? Non, un instant. Madame Orquevaux, connaissez-vous un nommé Ripper, chirurgien dentiste? C'est le dentiste de mon mari. C'est exact. Il a examiné les mâchoires du cadavre et il a reconnu formellement la denture de monsieur Orquevaux. 2 dents couronnées, 3 obturées et un bridge dont il a conservé l'empreinte. Vous voulez dire que le cadavre trouvé dans la villa... est bien celui de monsieur Orquevaux. Alors là, moi, je n'y comprends plus rien. Mais la phalange coupée, les lettres tapées sur sa propre machine, l'incendie destiné à rendre le cadavre méconnaissable... Autant d'astuces employées par un criminel intelligent. Trop intelligent, sans doute. Il connaissait la situation d'Orquevaux. Peut-être même avait-il eu vent de certains projets de fuite. Il a profité de l'occasion. Et la petite Romagne, patron, elle aurait donc menti en prétendant que M. Orquevaux s'est décommandé samedi soir? Mais pas du tout. Pas du tout, elle a reçu un message téléphoné transmis par des voisins. Mais comment se serait-elle doutée que c'était l'assassin qui la décommandait, tandis que Charles Orquevaux l'attendait toujours à l'Estancie? C'est effrayant. Et même pour l'achat de la couronne mortuaire. De grosses lunettes et un cigare. Voilà de quoi frapper l'imagination de la vendeuse. Voilà aussi de quoi nous faire croire que c'était bien Orquevaux qui était allé passer commande. En définitive, l'assassin a commis un crime presque parfait et original en essayant de nous faire prendre la victime pour l'assassin. Il savait que cet inutile incendie ne manquerait pas de nous intriguer. Au besoin, il se serait chargé de nous faire remarquer ce que nous n'aurions pas vu. Et en fin de compte, il a bien failli réussir à nous faire croire que Charles Orquevaux avait assassiné un pauvre bougre à sa place. Il n'a commis qu'une faute. Une seule. Il avait oublié que la denture nous permettrait d'identifier le cadavre. Mais j'y pense tout à coup, patron. Ce n'est donc pas lui qui a tapé les lettres de menace sur sa propre machine à écrire? Non, évidemment non. Or, en dehors de lui, une seule personne avait libre accès à la villa de l'Estancie et par conséquent à cette machine. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui ai tapé ces lettres. Merci, Madame Orquevaux. Ce n'est pas vrai. Je n'ai même pas prononcé votre nom et vous vous défendez déjà. Car en effet, vous seul avez eu la libre disposition de la machine. Ben, vous inventez, vous n'avez aucune preuve. Pour les preuves, le juge d'instruction se chargera d'en trouver. Surtout, Monsieur Busson, lorsque vous lui aurez expliqué comment, après avoir décommandé Georgette, vous êtes allé affoler Orquevaux en glissant sous la porte de la villa la dernière lettre de menace. Mais... Comment vous vous êtes introduit dans la villa de l'Estancie avec une clé fournie par votre maîtresse? Moi... Comment, enfin, vous avez tué Orquevaux au moment où il me téléphonait? Vous divaguez. Tout vous accuse. Le mobile, d'abord. La femme et l'argent. Ensuite, votre alibi à tous les deux. Qui n'en est pas un, d'ailleurs, car l'alibi de chacun de vous ne tient que par les assertions de l'autre. Nous étions dans ma maison de campagne de Camargue. On doit avoir vu ma voiture devant la maison. Mais bien sûr, mais conduite là par Madame Orquevaux, dont vous n'aviez nul besoin pour commettre votre crime.
C'est vous et votre maîtresse qui, très habilement, j'en conviens, avez contribué à m'aiguiller sur une fausse piste. C'est vous qui, le premier, m'avez fait remarquer que le cadavre n'était peut-être pas celui d'Orquevaux. C'est vous qui avez découvert la machine à écrire dans ce puits où, s'il avait été coupable, jamais Orquevaux n'aurait commis l'imprudence de l'acheter. Et j'en passe. Non, il est trop tard pour pleurer, madame. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur le commissaire. Orquevaux était une crapule. Un être absolument répugnant. Peut-être. Peut-être. Les juges apprécieront. Voyez-vous, Busson, votre crime était trop subtil. Tellement subtil que vous vous êtes cru obligé d'en remettre, comme on dit. Et vous connaissez le proverbe. Qui veut trop prouver